Cette vidéo se regarde mieux dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'histo. Dans cette vidéo, nous allons voir les névus mélanocytaires particuliers. La durée de ce cours est d'un peu moins de 20 minutes. Cela peut être un peu long. Comme vous le savez, il peut être difficile de rester éveillé et bien concentré lorsqu'on regarde un cours vidéo sur son ordinateur ou son téléphone. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Premier message, qu'est-ce qu'un névus particulier? C'est bien simple, ce n'est pas un névus acquis de type commun. C'est une lésion mélanocytaire bénigne, donc c'est un névus, qui présente des caractéristiques propres, généralement une présentation clinique spécifique, des caractéristiques cytologiques et architecturales, des caractéristiques phénotypiques, mais aussi moléculaires, bien distinctes des névus acquis de type commun. Comme vous le voyez sur ce plan, on va en voir de plusieurs types, les congénitaux, le spectre bleu, le spectre Spitz-Reed, les DPN, mais aussi les BAPOM. On va commencer par les névus congénitaux. Il est tout à fait possible d'évoquer l'origine congénitale d'un névus sur la simple histologie, ce qui surprend assez souvent les dermatologues. Le névus congénital peut être de petite taille, mais peut être aussi de grande taille, voire géant. Et au plus il est de grande taille, au plus il va infiltrer en profondeur le revêtement cutané, et même au-delà, parfois jusqu'au méninge. Il existe une maturation verticale, comme dans les névus acquis, de l'annexotropisme, c'est-à-dire la présence malformative ou par colonisation de mélanocytes au niveau des annexes cutanées, l'architecture interstitielle profonde, à savoir des mélanocytes en file indienne en profondeur, qui est assez spécifique comme nous allons le voir, puis des choses un petit peu moins classiques, comme la présence d'un contingent composite associé, c'est-à-dire un névus d'autres morphologies à l'intérieur du névus congénital, voire la présence de nodules de prolifération. En termes de fréquence, les névus congénitaux sont fréquents. C'est les formes géantes qui sont beaucoup moins fréquentes, avec 1 à 3% des cas. Ces lésions, par définition, sont présentes à la naissance, mais ne sont pas forcément visibles à la naissance, car les névus congénitaux peuvent progressivement se pigmenter. La localisation est tout à fait ubiquitaire, la taille est très variable et il existe une classification en fonction de la taille. Ces névus vont généralement trancher morphologiquement avec les autres névus acquis du patient et avoir un aspect atypique d'un point de vue clinique. La coloration est généralement marquée et la lésion peut être couverte de poils. Voici l'aspect clinique d'un névus congénital non géant, avec cette surface externe qui est irrégulière, en relief, couverte de poils, cette pigmentation homogène. L'image histologique de cette même lésion mélanocytaire. Alors, quels sont les indices qui nous permettent d'évoquer le névus congénital? Premièrement, la grande taille. Grand diamètre égale grande épaisseur dans les névus congénitaux. Deuxièmement, cette surface externe mamelonnée qui n'est pas forcément toujours présente. Parfois, l'épiderme est plus plat. Ici, il a un aspect presque d'hyperplasie mimant une kératose séborique. La lésion présente un gradient de maturation vertical, morphologique. Les mélanocytes s'organisent en nids en superficie, nids hyperpigmentés de mélanocytes un peu plus dodus, épithélioïdes, et en file indienne ou sous forme de mélanocytes isolés en profondeur avec une diminution de la taille des mélanocytes et une diminution de la charge pigmentaire. Alors il s'agit d'un névus congénital géant, donc de grand diamètre, donc son infiltration profonde est marquée, et là, tout le derme réticulaire est occupé, avec probablement une infiltration au niveau des fascias. Petit trait sémiologique assez évocateur d'une origine congénitale, c'est les petits mélanocytes en file indienne, horizontale entre les trousseaux de collagène, de manière plus ou moins parallèle à l'épiderme. Les mélanocytes des névus congénitaux qui présentent une densité moins marquée auront tendance à s'organiser autour des vaisseaux et autour des annexes. On appelle ça un névus congénital d'architecture patchy ou une forme lâche. Remarquez au passage, je vous ai cerclé une thèque à l'intérieur d'un acrosyringium, ce qui est un indice vers l'origine congénitale d'un névus. D'autres images, qui ne sont pas forcément spécifiques de l'origine congénitale, mais assez évocatrices, c'est l'annexotropisme, ici des mélanocytes dans le muscle arrecteur, dans les glandes sébacées.
mais aussi au niveau des acrosyringiums, on peut aussi en retrouver dans les infundibulomes des follicules pilaires. Maintenant, nous allons voir des aspects importants à connaître pour ne pas poser à tort le diagnostic de malignité, car en effet, dans un névus acquis ou chez l'adulte, de tels aspects pourraient être inquiétants, alors que dans un névus congénital, ils sont tout à fait classiques. C'est par exemple l'activité jonctionnelle lentigineuse, qui, comme sur cet exemple, peut être très floride, mais qui n'est pas du tout synonyme de malignité dès lors où il n'y a pas d'architecture pagétoïde associée. Deuxième élément, il faut toujours connaître l'âge du patient. Au plus le patient est jeune, au plus les mélanocytes sont atypiques. Les névus du nourrisson peuvent présenter des aspects tout à fait comparables à ceux d'un SSM. Il faut donc se méfier des atypies chez les patients très jeunes. Dans cet exemple, un nodule de prolifération. Les nodules de prolifération sont des zones hypercellulaires qui se développent dans les névus congénitaux géants et elles sont source d'inquiétude d'un point de vue clinique et parfois d'un point de vue histologique, même si ces nodules de prolifération sont toujours bénins. Certains nodules de prolifération présentent des caractéristiques atypiques, des mitoses, une cellularité très élevée qui peut faire discuter un mélanome dermique développé sur névus congénital géant. Il ne faut pas hésiter à envoyer ces cas pour expertise afin de réaliser les examens complémentaires qui permettront de trancher entre le diagnostic de bénignité et de malignité pour ces nodules. Il est tout à fait possible dans un névus congénital d'avoir un foyer présentant une morphologie différente. Cette morphologie peut être celle d'un névus d'un autre type, qu'il soit bleu, mélanocytome épithélioïde pigmenté, Spitz ou DPN. On parlera alors de névus composite. Dernier mot de biologie moléculaire sur les névus congénitaux, les formes géantes et grandes sont plutôt mutées NRAS, alors que les formes acquises de névus, les névus communs, sont mutées pour BRAF. Les diagnostics différentiels dépendent surtout de la présentation clinique ou peuvent être strictement histologiques. Je vous en ai listé quelques-uns, le névus acquis pour les petits névus congénitaux notamment, et le névus composite lorsqu'il y a deux contingents de morphologie différentes à l'intérieur d'un même névus. C'est terminé pour les congénitaux, maintenant on va passer au spectre des névus bleus. Les névus bleus, quelles sont les caractéristiques histologiques des lésions du spectre bleu? Il s'agit de mélanocytes fusiformes ou dendritiques hyperpigmentés qui ne présentent pas de gradient vertical de maturation, ni morphologique ni phénotypique. Il existera donc une expression diffuse d'HMB45 sur toute la hauteur de la lésion, à la différence des lésions acquises ou congénitales qui présentent un gradient vertical. Les névus bleus sont toujours dermiques, il n'y a jamais de contingent jonctionnel et il peut s'y associer des mélanophages et des remaniements du collagène dermique. D'un point de vue clinique, les névus bleus sont fréquents, ils touchent tous les âges, plutôt la femme jeune, ils ont une localisation particulière, c'est souvent le dos des mains et des pieds, parfois la tête et le cou pour les formes scléreuses, et il existe des névus bleus extracutanés. Ce sont de petites lésions de moins d'un centimètre qui sont symétriques, lisses, elles peuvent être planes, plus ou moins bombées, et elles ont une couleur caractéristique bleu sombre en raison de leur caractère dermique. Il ne faut pas oublier que certains névus bleus peuvent être achromiques. Voici l'image clinique d'un névus bleu avec cette lésion qui semble sous l'épiderme avec une coloration noirâtre discrètement bleutée, bien symétrique, bien limitée. Un schéma et une photographie pour comprendre les principales caractéristiques des névus bleus. La lésion est purement dermique, il n'y a pas de contingent jonctionnel, elle est fusiforme, hyperpigmentée, accompagnée de mélanophages et de modification du collagène. Il peut y avoir une colonisation du muscle arrecteur pilaire. Elle siège généralement dans le derme réticulaire. Elle peut être séparée de l'épiderme par une bande de derme sain et l'épiderme sous-jacent n'est pas remanié. Autre exemple de névus bleu beaucoup plus pigmenté, et cette fois-ci qui est juste sous l'épiderme, il s'agit d'une forme superficielle. À plus fort grandissement, on note que les mélanocytes sont fusiformes, hyperpigmentés, qu'ils s'insinuent entre les trousseaux de collagène, mais aussi dans le muscle arrecteur pilaire. Et pour les diagnostics différentiels, ils ne sont pas épithélioïdes pour le mélanocytome épithélioïde pigmenté, et ils ne sont pas d'architecture plexiforme ou en nid pour un DPN. Autre caractéristique des névus bleus, il n'y a jamais de contingent jonctionnel. La pigmentation dermique peut être variable. Ici, une lésion moins bien pigmentée.
Autre caractéristique des lésions bleues, l'absence de gradient phénotypique. D'une part, on retrouve une surexpression d'HMB45 diffuse sur toute la hauteur de la lésion bleue. D'autre part, la morphologie reste la même en superficie et en profondeur, à savoir dendritique ou fusiforme hyperpigmenté. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est très variable dans les lésions bleues, les formes achromiques existent, elles peuvent poser un problème de diagnostic différentiel, notamment avec un histiocytofibrome et un névus desmoplastique. Bon, le diagnostic est facilement redressé grâce à l'HMB45 qui est diffusément exprimé dans les lésions du spectre bleu. Les lésions bleues sont bien individualisées d'un point de vue moléculaire, avec des mutations des protéines G, GNAQ et GNA11 notamment. Certains les apparentent aux mélanocytoses dermiques, comme la tache mongolique, le névus de Ito, Ota et Sun. Et les névus bleus peuvent poser un problème de diagnostic différentiel lorsqu'ils sont achromiques avec les histiocytofibromes ou le névus desmoplastique, mais l'HMB45 permet de redresser le diagnostic. Parfois plus difficile avec une métastase dermique de mélanome mimant un névus bleu. Une autre forme de névus bleu maintenant, le névus bleu cellulaire. Le névus bleu cellulaire, quelles sont ses caractéristiques? Il s'agit d'une lésion biphasique, avec du névus bleu classique et du névus bleu cellulaire. Les secteurs hypercellulaires forment des nodules, généralement dans le derme ou à la jonction avec l'hypoderme, qui donnent une silhouette très particulière en battant de cloche, comme nous allons le voir. D'un point de vue clinique, il faut retenir que c'est une lésion rare, qui siège généralement au niveau des fesses, de la région sacro-coccygienne ou du cuir chevelu, et qui se présente comme une lésion bleutée de moins de 2 cm. Voici la silhouette d'un névus bleu cellulaire, c'est la silhouette que vous devez reconnaître. C'est cette silhouette en battant de cloche, en raison de nodules, pushing, qui naissent soit au niveau de la jonction entre le derme et l'hypoderme, soit directement dans le derme réticulaire. Ces nodules s'associent à des secteurs plus classiques de névus bleu, communs, c'est-à-dire des secteurs fusiformes plus ou moins pigmentés. À plus fort grandissement, cet aspect biphasique, avec ces nodules pushing constitués de cellules un peu plus dodues, généralement moins pigmentées, fusiformes. Autre exemple de cet aspect biphasique, avec à gauche l'aspect hypercellulaire et à droite l'aspect plus fusiforme dendritique hyperpigmenté avec ces modifications du collagène qui correspondent à des aspects de névus bleu classiques. Les névus bleus cellulaires sont aussi mutés pour les protéines G, GNAQ et GNA11 et vont poser des problèmes de diagnostic différentiel, essentiellement avec des lésions malignes. Maintenant, les lésions du spectre Spitz. Quelles sont les caractéristiques spitziennes? D'une part, les mélanocytes peuvent paraître atypiques car ils sont plus grands, épithélioïdes ou fusiformes, avec un cytoplasme abondant, généralement un noyau ovalaire de grande taille, fortement nucléolé. Les névus de Spitz comme les névus acquis peuvent être jonctionnels, composés ou dermiques, et ils vont présenter un gradient notamment architectural. L'épaisseur de la lésion est variable, mais il existe, pour les lésions composées, une infiltration du derme réticulaire dans de nombreux cas. D'un point de vue clinique, ces lésions sont rares. Il faut retenir qu'il ne s'agit pas de lésions que de l'enfant, mais qu'elles peuvent survenir chez l'adulte, mais qu'elles sont rares après 40 ans. Il s'agit d'une lésion d'apparition rapide qui est asymptomatique, qui va toucher plutôt la tête et les oreilles chez les enfants, plutôt le tronc et l'extrémité inférieure chez l'adulte. Souvent le névus de Spitz siège près du genou. C'est des lésions de petite taille, symétriques, arrondies, couleur chair, bien que certains névus de Spitz peuvent être pigmentés. Il existe certaines variantes, des formes multiples, des formes éruptives, dites agminées, des formes inflammatoires, et le névus de Spitz peut former le contingent hétérologue d'un névus composite, dans un névus congénital notamment. Voici une photographie clinique de névus de Spitz. On ne pense pas tout de suite à une lésion mélanocytaire, la lésion étant pas pigmentée, mais bien symétrique, en dôme arrondi. Elle pourra faire discuter éventuellement un xanthogranulome juvénile. Histologiquement, lorsque le névus de Spitz est composé, il présente une silhouette en dôme à pointe inférieure associée à une hyperplasie de l'épiderme. Cela est mieux visible sur cette immunodétection anti-ALK qui permet de bien visualiser cette architecture en dôme à pointe inférieure. Les névus de Spitz n'ont pas tout à fait la même organisation en superficie et en profondeur, avec des modifications de leur architecture. Les nids seront plus gros en superficie alors que les cellules auront plutôt tendance à être infiltratives en profondeur. D'un point de vue cytologique, les mélanocytes sont grands, épithélioïdes ou fusiformes avec un cytoplasme laqué, un grand noyau ovalaire arrondi avec une chromatine décondensée et un volumineux nucléole bien basophile, bien visible.
Les tecs épidermiques auront tendance à être volumineuses, à s'organiser verticalement avec des artefacts de rétraction particuliers qui vont coiffer les tecs en croissant de lune. Il peut s'y associer des corps éosinophiles qu'on appelle corps de Camino, qui ne sont absolument pas spécifiques du névus de Spitz ou du caractère bénin de ce dernier. Ces artefacts de rétraction peuvent aussi être présents dans le derme autour des cellules de manière individuelle. Lorsqu'ils sont associés à une architecture plexiforme, une grande taille ou une fibrose, on peut éventuellement évoquer l'anomalie moléculaire sous-jacente. Dans ce cas-là, il s'agit d'anomalies intéressant le gène ALK. Les lésions spitziennes vont du purement bénin au malin avec une catégorie intermédiaire qui est celle des tumeurs spitzoïdes atypiques. Ces lésions peuvent être de diagnostic très difficile et peuvent nécessiter un avis d'expert. Certains critères, comme le contexte clinique, l'âge avancé, une grande taille lésionnelle, une silhouette asymétrique ou la présence de mitose profonde, doivent vous conduire à un second avis systématique. Autre forme particulière apparentée au Spitz, les névus de Reed ou Reed-Spitz. Le névus de Reed, son autre nom est névus hyperpigmenté à cellules fusiformes, ce qui résume à peu près toutes ses caractéristiques. C'est un névus très superficiel, mince, il ne dépassera jamais le derme papillaire, il repousse un peu le derme réticulaire. Il est constitué de mélanocytes plus petits que le névus de Spitz, des mélanocytes qui sont plus petits que les kératinocytes basaux. Ces mélanocytes sont fusiformes, hyperpigmentés et s'organisent en tecs dites pléomorphes, c'est-à-dire organisés irrégulièrement en tous sens. Comme la lésion est très pigmentée, elle s'accompagne de nombreux mélanophages. Cliniquement, tout comme le névus de Spitz, il s'agit d'un névus qui apparaît rapidement chez le sujet jeune, plutôt la femme. La lésion demeure petite, elle siège au niveau des membres, notamment la cuisse, et c'est une lésion symétrique, noire ou gris foncé. Voici le schéma et la silhouette histologique d'un névus de Reed. Vous constatez qu'il s'agit d'une lésion plutôt superficielle, horizontale, peu épaisse, hyperpigmentée. L'architecture des tecs dans l'épiderme semble très désorganisée. L'architecture est técale, les mélanocytes sont petits, fusiformes, hyperpigmentés. Vous remarquerez qu'il y a d'importants dépôts d'incontinence pigmentaire dans le derme, accompagnés de nombreux mélanophages, et que l'épiderme est lui aussi hyperpigmenté au niveau des kératinocytes. Un petit schéma pour vous montrer la différence de silhouette entre un névus de Reed qui est très superficiel, hyperpigmenté, qui siège vraiment sous l'épiderme, et un névus de Spitz qui est beaucoup plus en dôme à pointe inférieure. Certaines lésions vont un peu déroger à ces règles, tant d'un point de vue cytologique, d'un point de vue de la pigmentation, d'un point de vue de l'architecture, et on les classe dans les lésions du spectre Spitz-Reed ou Reed-Spitz, selon la prépondérance d'un des deux contingents. C'est le cas de ce névus qui présente à la fois de grandes cellules épithélioïdes ou fusiformes au cytoplasme ample, avec des artefacts de rétraction, plutôt d'allure spitzienne, mais aussi des plus petits mélanocytes, presque ridoïdes, hyperpigmentés, la lésion ayant une architecture un peu intermédiaire entre un névus de Spitz et un névus de Reed. Petit mot de biologie moléculaire, l'ensemble du spectre Spitz, qu'il soit bénin, intermédiaire ou malin, est caractérisé dans plus de la moitié des cas par des translocations impliquant soit les gènes NTRK, ROS, ALK, mais aussi BRAF, attention à ne pas confondre avec la mutation V600E, ici c'est une translocation, RET et MET. Ce qui est intéressant, c'est que les névus de Reed, eux aussi, sont caractérisés par des translocations impliquant plutôt NTRK3. Ces anomalies moléculaires peuvent être suspectées grâce à l'immunohistochimie avec les anticorps adéquats. Exemple ici, l'immunodétection anti-ALK qui permet de suspecter une translocation impliquant ce gène dans ce névus de Spitz. Autre lésion mélanocytaire, le DPN ou Deep Penetrating Nevus. En français, névus à extension profonde. Les caractéristiques DPN. Cette lésion peut être uniquement dermique ou composée, associée à un névus préexistant ou pas. La cytologie est intermédiaire. Elle est ovalaire ou fusiforme et l'agencement se fait généralement de manière plexiforme en nid ou faisceau. Il existe un tropisme vasculaire ou annexiel, de nombreux mélanophages et une expression, à l'instar du névus bleu, d'HMBR45 sur toute la hauteur. C'est une lésion rare, qui apparaît généralement sur la moitié supérieure du corps chez les sujets jeunes. Voici la silhouette d'un DPN. Histologiquement, on note généralement de nombreux mélanophages, un annexotropisme et une cytologie intermédiaire. L'agencement se fait en petits nids ou tecs même en profondeur.
et il peut y avoir des dystrophies nucléaires assez marquées ou un aspect plexiforme. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut rechercher des mutations ponctuelles de la bêta-caténine ou du gène APC pour diagnostiquer les DPN, qui serait une anomalie moléculaire surajoutée sur un névus commun. Les DPN auraient donc les anomalies du névus commun, à savoir les mutations de BRAF, sur laquelle se seraient surajoutées les mutations de la bêta-caténine ou d'APC, qui donneraient cette architecture plexiforme et cette infiltration profonde. Enfin, la dernière lésion, le BAPOM. Les BAPOM sont des lésions mélanocytaires qui présentent une inactivation de BAP1. Histologiquement, ils présentent un aspect particulier de grands mélanocytes au cytoplasme laqué associés à un fond inflammatoire. Ils peuvent être syndromiques ou sporadiques et se présentent sous la forme d'un névus, généralement d'aspect congénital, qui s'est modifié et est devenu inflammatoire, ce qui va inquiéter le clinicien. Voici les images histologiques d'un BAPOM avec ses grands mélanocytes épithélioïdes avec un cytoplasme laqué, un noyau central, et des lymphocytes qui viennent au contact des mélanocytes. On parle de kissing lymphocytes. Le diagnostic est posé en recherchant la perte d'expression nucléaire de BAP1. BAP1 est exprimé par tous les noyaux de l'organisme, et dans les BAPOM, cette expression est perdue. Le BAPOM va poser le problème de diagnostic différentiel avec un névus composite et un nodule de prolifération sur un névus congénital. Voilà, nous avons vu l'ensemble des névus de type particulier. Vous avez vu qu'ils n'ont pas du tout la même morphologie, avec des caractéristiques bleu, spitz, ride, congénital, DPN ou BAPOM. Dans ce tableau, je vous ai résumé les principales similitudes et différences de ces différentes entités, qui sont bien entendu drivées par des anomalies moléculaires spécifiques, ce qui conduira bientôt à une classification histomoléculaire des lésions mélanocytaires.